Voilà, donc bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce sixième et dernier webinaire du cycle de webinaires dédié au zéro artificialisation net que nous co-organisons avec l'Assemblée des communautés de France. Donc, c'est un cycle de webinaires co-organisé par l'Assemblée des communautés de France et le CNFPT. Donc, ce sixième webinaire portera sur le zéro artificialisation net vers de nouvelles formes urbaines. Donc, il sera animé par Oriane Sébil, conseillère environnement à la DCF, et moi-même, donc Elisabeth Offray. Je suis responsable du pôle de compétences paysage et biodiversité au CNFPT. Alors, quelques mots sur le webinaire. Le webinaire durera 1 heure. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le module conversation qui est en bas à droite de votre écran. Le webinaire sera enregistré et disponible sur les communautés urbanisme et nature et environnement du CNFPT sur le site internet de la DCF. Donc, vous pouvez vous poser vos questions pendant les interventions et on reposera vos questions aux intervenants à l'issue des présentations. Euh, donc, nous avons 2 intervenants. Oriane va vous les présenter. Pour l'instant, alors je vérifie, il me manque un intervenant. Euh, voilà, du coup, nous allons commencer par notre deuxième intervenant. Oriane, je te laisse la parole. Merci Elisabeth. Donc, pour revenir un peu sur le sujet de ce dernier webinaire, souvenez-vous, lors du premier webinaire sur les enjeux du ZAN qui est en septembre, nous avions parlé de l'importance d'aller au-delà de l'approche planification. Le ZAN interroge en effet largement les modes d'habiter et d'aménager et cela nécessite donc d'imaginer de nouvelles manières de faire. Et c'est donc ce sujet que nous avions envie d'aborder avec vous aujourd'hui, avec 2 intervenants. Donc, le deuxième sera Pierre-Marie Tricot, ingénieur agronome, architecte paysagiste et urbaniste, qui abordera différentes formes urbaines qui permettent de concilier attente d'espace extérieur et limitation d'étalement urbain. Et nous allons donc commencer avec l'intervention de Thomas Hans, cofondateur de Ville Vivante, qui partagera des retours d'expérience de projets qui répondent donc à ces objectifs. Et suite aux interventions, donc, nous prévoyons un temps d'échange et de questions. Et n'hésitez pas à poser également vos questions par écrit au fur et à mesure dans le chat. Alors, je vous laisse la parole, Monsieur Hans. Ok, merci beaucoup. Et bonjour à tous. Du coup, j'avais conçu un petit peu cette intervention en contrepoint avec la première intervention. C'est pas très grave, je pense qu'on retrouvera les sujets et puis sans doute qu'ils reviendront dans les questions à la suite. Donc moi, je suis comme vous l'avez précisé, Madame Sébil, cofondateur de la startup Ville Vivante. Et je suis de formation ingénieur paysagiste et urbaniste. Et notamment depuis maintenant près de 9 ans, on teste et on développe une démarche qui s'appelle BIMBY, Build in My Backyard, dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler. Et c'est le sujet qu'on m'a proposé de développer un petit peu pendant une vingtaine de minutes. Donc, notamment en se basant sur un guide, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Je pense que dans le support qui vous sera mis à disposition derrière, il y a les liens dedans. Donc c'est une fiche outil sur la densification des zones résidentielles, donc qui est identifiée comme un des leviers pour limiter l'artificialisation des sols et aller vers une trajectoire zéro artificialisation nette. Donc cette fiche outil, elle se fonde sur les retours d'une expérience, une expérience qui est celle de la communauté urbaine Creusot-Monceau. C'est une des 7 expériences en France de cette démarche, donc c'est expérimental et ce que je vais vous montrer, j'ai été piocher quelques exemples assez concrets de réalisation issus des différentes expérimentations, voilà, pour donner un petit peu de corps à cette démarche et puis ouvrir les questions. Sachant que ah oui, j'essaie de passer, mais ça passe avec la petite flèche. Je vous propose en fait qu'on regarde. En fait, il y a 5 notions que j'aimerais illustrer et essayer de vous transmettre sur cette question de la démarche BIMBY. Donc la démarche BIMBY, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, je vais la traduire en une phrase. Globalement, il s'agit de mobiliser
le foncier, les droits à bâtir résiduels et le foncier disponible dans les enveloppes urbanisées pour y construire de nouveaux logements. Donc, en fait, d'où la première question, c'est mobiliser la multitude de fonciers privés, qu'il s'agisse de petits ou de grands fonciers au service d'une politique urbaine ou de l'habitat local. Déjà, est-ce que c'est possible et puis comment on fait? Donc, c'est une des questions qu'on s'est posées au cours des 5 dernières années. Et pour vous l'illustrer, je vais vous amener à Périgueux, qui est l'opération qui a le plus d'antériorité, qui est la toute première. Elle a 5 ans d'existence. Elle va avoir 5 ans d'existence à la fin de l'année. Et donc à la fin de l'année, donc là c'était au 22 novembre, on est à 236 projets de logement aboutis dans l'enceinte même de la ville de Périgueux, donc c'est à l'échelle uniquement de la ville, et donc uniquement sur des fonciers qui appartenaient à des habitants, et puis des projets portés par des habitants. Pour illustrer un petit peu ces projets-là, je commençais, je vous disais en introduction, il y a les petits et les grands fonciers. Ben, j'ai commencé par sans doute un cas un peu extrême de très petits fonciers. C'est un foncier de 75 mètres carrés, donc une petite bande de gravier accolée à la maison de l'habitante qui est sur la gauche de la diapo, sur lesquels, et on reviendra peut-être dessus dans les questions parce que en 20 minutes je ne vais pas ouvrir toutes les boîtes, mais on a travaillé avec cette habitante-là qui nous a donné un programme assez ambitieux, une terrasse, garder une place de stationnement, et puis on a ouvert la discussion sur la possibilité d'avoir un logement locatif qui pourrait à l'avenir lui permettre d'accueillir un parent dépendant. Donc on a formalisé les choses et puis derrière, on a travaillé et accompagné ce ménage-là dans la mise en œuvre du projet avec les professionnels locaux qui interviennent sur le territoire de Périgueux. Et les travaux ont été achevés en septembre 2020. Donc voilà, la terrasse qui était l'origine du projet, hein. Le tout départ du projet, c'est un besoin d'éclairement dans la pièce de vie principale. Et ça aboutit aujourd'hui à un logement locatif alors qu'il accueille deux étudiantes en infirmière sur Périgueux. Et c'est un logement qui s'organise autour d'un petit patio et qui est prévu et conçu de plein pied pour permettre l'accueil d'un parent dépendant à l'avenir. Alors, comment en fait à Périgueux on a réalisé au 22 novembre 236 projets de logement sur des fonciers, donc c'est dans le cadre d'une politique publique, hein, c'est la mise en œuvre de la politique d'urbanisme de la ville de Périgueux. En fait, ça s'est fait uniquement sur cette modalité-là, c'est-à-dire proposer un service qui est gratuit, universel, accessible à tous, où chaque habitant pouvait venir discuter, réfléchir de ses idées d'habitat, de ses projets. Et on a comme ça conçu à peu près 600 projets pour en faire aboutir, là, au 31 décembre, 250. Donc on a mis en place tout un système de communication, un site, un numéro vert, enfin c'est un service, c'est un urbanisme de service, voilà, qui nous permettait, nous comme ça, de rencontrer beaucoup de porteurs de projets, d'ouvrir à partir de leurs besoins, les hypothèses, les options de projets qui pourraient leur rendre service, pour faire en sorte d'en mener à terme sur un temps donné, de façon à produire du logement, donc un équivalent d'une production de 50 logements par an à Périgueux. Juste pour finir sur cette première partie, un élément que je pense est bon à avoir en tête, ça peut avoir l'air anecdotique, ce genre de démarche, de projet, parce que c'est à la fois, chaque fois qu'un tout petit logement sur, là je vous ai montré sur une toute petite parcelle, donc ça a l'air un peu anecdotique parce que c'est saupoudré. Il faut garder à l'esprit qu'en fait, en France, on a un très très grand parc de maisons individuelles. On en a à peu près 20 millions. Si chaque année, un propriétaire d'une maison individuelle sur 100 décidait, par exemple, de détacher un terrain ou de créer un nouveau logement, on produirait sur des terrains déjà urbanisés l'équivalent de la production annuelle de maisons individuelles. Et encore, là, je vous dis, la production annuelle, c'était dans les bonnes années, hein. En 2010, on produisait 200 000 maisons individuelles. Sur les derniers chiffres, on est plutôt autour de 150, 165. Donc, à la fois, c'est anecdotique, c'est saupoudré, et en même temps, on est sur une assiette de projets, un gisement tellement important qu'il suffit de déclencher peu pour avoir beaucoup. Donc, cette mobilisation, on va dire, dans les quelques expérimentations qu'on a menées, on s'est rendu compte qu'elle était possible dans la mesure où on arrivait à mobiliser les habitants autour d'un service et d'organiser un espace de discussion avec les habitants actuels.
Une autre question qu'on pourrait se poser sur ce sujet-là, c'est qu'est-ce qu'on produit comme habitat? Alors là, c'était typiquement un sujet que j'avais conçu en réponse à la première intervention, où c'est la maison individuelle, souvent, aujourd'hui, dans l'esprit euh, commun, on l'associe au lotissement. Le lotissement, on l'associe à une offre très homogène. La maison individuelle, qui est conçue pour la famille qui va acheter et puis s'endetter pour 25 ans pour avoir le foyer où elle va fonder sa famille. Euh, Aujourd'hui, en fait, il y a un enjeu important qu'on identifie et qu'on perçoit sur nos territoires d'intervention, c'est qu'il y a un grand enjeu à créer un habitat diversifié, à le garder abordable, désirable, sur mesure. Et notamment, je vais vous montrer pourquoi à la fin. Et il se trouve que la question du sur-mesure et de la diversification, c'est un sujet qui est un peu moteur dans plein de cas de projet. Donc là, c'est une personne, on est toujours à Périgueux, qui avait en projet de trouver une solution pour ses vieux jours. Donc on s'adresse à des gens qui sont déjà propriétaires. Une bonne partie, la grande majorité des propriétaires aujourd'hui sont des gens ou retraités ou pré-retraités qui vivent dans un habitat qui peut leur poser des questions pour les années qui viennent, parce qu'il peut être difficile à adapter, voire inadaptable. Et on avait typiquement, et c'est vraiment des cas de figure qu'on rencontre très souvent, une personne qui nous disait j'aimerais rester vivre dans mon quartier, j'aimerais trouver une maison de plein pied, plus adaptée, plus petite, plus confortable. C'est quelqu'un qui avait fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait en vente sur Périgueux et qui est revenu vers nous en disant j'ai rien trouvé en fait, la maison de plein pied elle n'existe pas. Et donc on a invité cette personne à réfléchir au potentiel qui restait sur son terrain. Donc on est sur des tout petits fonciers, hein. Enfin, Périgueux, c'est loin d'être du facile. De tout petit foncier, un terrain de moins de 500 mètres carrés. Et on a regardé au regard du document d'urbanisme ce qu'il était possible de faire. Et on a conçu cette hypothèse-là. Elle avait à peu près 250 mètres carrés qu'elle n'utilisait plus trop, qui était un peu enfrichée. Et on a conçu une implantation conforme au règlement d'urbanisme qui permettait d'avoir un logement de plein pied de 75 mètres carrés. Donc bon, là pour la petite histoire, la personne s'est lancée, il y a un entrepreneur qui a mis la clé sous la porte, hein, donc les projets de construction en France c'est compliqué, surtout quand on n'est pas comme des habitants comme vous et moi, on va dire des personnes qui ne sont pas forcément du métier, c'est pas forcément évident, donc il y a eu tout un accompagnement dans le cadre de l'opération pour remettre les choses en route, retrouver un autre entrepreneur, et donc le projet s'est finalisé et il a été achevé en juin dernier, et donc la personne l'occupe aujourd'hui. Donc on a une habitante qui vivait seule dans une maison plutôt de caractère familial, qui a trouvé une solution sur son propre terrain pour créer un logement adapté pour ses vieux jours et rester vivre dans son quartier. Et le plus intéressant, c'est ce qui se passe derrière dans le bâti existant. En fait, la maison existante, une partie a été rachetée par une entreprise, l'ancienne maison elle a été mise en location et l'entreprise est en cours de transformation d'une partie d'un garage en petit locatif touristique. Donc globalement, le fait que cette maison ait pu se libérer, parce que quelqu'un avait trouvé une solution adaptée à son parcours résidentiel, ça a permis de remettre en mouvement un bien qui était déjà là, et puis qui a permis l'accueil en fait de ménages ou d'activités qui ne trouvaient pas leur place forcément dans le centre de Périgueux. Un cas est similaire, et juste pour vous faire la remarque que ça marche dans plein de secteurs. Donc Périgueux, c'est une ville moyenne, on n'est pas sur un marché très porteur. On travaille, un de nos territoires d'expérimentation, c'est le SCOT des Vosges centrales. Donc là, on a des communes ultra rurales, notamment là où je vous amène à Raon-les-Bois. On a un peu le même cas de figure, une personne retraitée qui nous dit mon projet, c'est de me créer une chambre en rez-de-chaussée d'une bâtisse qui accessoirement fait 300 mètres carrés. Dans les Vosges, on a des gabarits bâtis très imposants. Et on l'a plutôt invité à se poser la question plutôt que de conserver un grand volume qu'il fallait entretenir, chauffer, peut-être la libérer pour permettre à une famille de la réinvestir et puis en la vendant et se reconstruire une maison neuve. Donc, je vous passe les détails de l'histoire. Il y a eu pas mal de rebondissements et c'est ce qui s'est passé au bout du compte. Donc la personne a pu se vendre la maison, s'arranger avec l'acquéreur sur une vente longue pour lui permettre de finaliser son projet de construction et de déménager avant que la famille rentre. Et donc on a une famille qui réinvestit et rénove une maison qui est adaptée, on va dire, à ses besoins, et un ménage qui a trouvé une solution adaptée à ses besoins. Cet enjeu du rééquilibrage du parc,
en notion un peu centrale, c'est vraiment un enjeu clé qu'on voit dans tous les territoires où on intervient et qui globalement en France est majeur, hein. On a, comme on a produit énormément d'urbanisation avec notamment la formule du lotissement sur les dernières décennies, on a un très très grand parc de maisons familiales, hein, du T3, du T4, T5 et plus. Quand bien même la part des ménages de une ou deux personnes a augmenté, notamment les personnes âgées, hein, mais on a quand même en France 70% de ménages qui font deux personnes et moins, quand on a plus de 80% des logements qui sont plutôt des logements gabarits familiaux. Et sur la question de l'abordable, en fait, un élément important à avoir en tête, on pourrait se dire, faire du petit logement, est-ce que c'est pas plutôt de la promotion qui va faire des appartements? Pourquoi pas? Là où la promotion peut intervenir, c'est pas partout. Et quand on parle d'abordable, il faut quand même avoir en tête que le prix au mètre carré issu de la filière promotion est beaucoup moins abordable que la maison en autopromotion. Il y a un delta, donc là on est à Aglopolis, il y a un delta d'un peu plus de 1000 euros par mètre carré, et c'est loin d'être une exception, hein. Enfin, on trouve des appartements en promotion peu chers, mais sur le gros du volume de ce que produit la promotion, les prix de sortie au mètre carré sont entre 3 et 4000 euros. Donc là, vous le retrouverez dans le support, hein, mais c'est une logique de filière, de longueur de filière. C'est comme en agriculture, plus la filière est longue, plus il y a des intermédiaires, des questions normatives, des questions de coût de commercialisation et de prise de risque qui se retrouvent à la fin dans le coût du mètre carré qu'on vend. Je regarde l'heure, j'ai encore un peu le temps. Une question aussi en rebond au sujet à certains des sujets que je pense va aborder Monsieur Tricot. Il y a la question de construire dans l'existant. Ok, c'est possible. Ok, on pourrait le faire en travaillant avec les habitants, mais est-ce que on peut le faire en préservant le cadre de vie? Ça, c'est un sujet vraiment clé. Parce que c'est pas si évident de faire des choses qui s'insèrent facilement dans du tissu existant. Il y a des voisinages très constitués, il y a des éléments à conserver. Ça demande un travail un peu fin. Là, c'est un petit exemple toujours à Périgueux, où on a une rue, il y avait un seul arbre dans cette rue, hein, c'est une ville assez minérale, hein, de Dordogne, du sud-ouest. Il y avait un seul arbre un peu visible dans une rue, c'était un beau tilleul, et il y avait en l'occurrence un habitant qui souhaitait réinvestir une partie de sa propriété et vendre la maison existante. Et l'idée qu'il avait envisagée, c'était de créer un second accès qui supprimait le tilleul. Donc, on s'est dit, il y a peut-être quand même quelque chose à réfléchir différemment parce que le cadre de vie un peu global qu'on partage allait y perdre quelque chose. Et on a plutôt travaillé sur une option de remobilisation du garage pour faire un passage en Porsche, pour conserver le tilleul et le garder avec la maison actuelle. Donc, c'est ce qui s'est fait. Donc, voilà, la réalisation avec le passage qui a été converti en Porsche et voilà, le nouveau découpage de la maison existante qui a gardé le tilleul. Et puis, c'était un ancien atelier qui a été converti en maison pour les propriétaires actuels. Rapidement, un autre sujet, je pense que Monsieur Tricot va parler des documents d'urbanisme en préparant le séminaire, on me posait la question des lotissements qu'on dit d'entrée de ville, donc entre guillemets le lotissement qu'on n'a pas vu trop bouger au cours des dernières décennies. C'est vrai que c'est des tissus qui sont moins évidents à faire bouger parce qu'ils ont l'air très figés, les maisons n'ont pas changé. Donc là, on est en Bretagne, Servon-sur-Vilaine, c'est un pavillon de 72 avec un ménage qui habite dedans, c'est un ménage d'une personne qui vit dans les 75 mètres carrés de l'étage, hein. Tout le sous-sol est non habitable, non aménagé. On est typiquement sur des parcelles déjà assez compactes qu'on voit peu évoluer. Donc ça, c'est le type de projet qu'on a imaginé avec le propriétaire. Il y a possibilité, au regard du PLU, à encore ajouter une maison sur un terrain qui va faire à peu près 300 mètres carrés. On garde à peu près 250 pour la maison actuelle. Donc des gabarits de terrain qu'on trouve dans du lotissement d'aujourd'hui. Le pavillon actuel, la hauteur en rez-de-chaussée permet tout à fait de réaménager complètement un niveau de vie de plein pied pour le ménage retraité. Et on avait poussé même l'idée à se poser la question à l'avenir de l'étage, comme on a un accès extérieur indépendant, à pouvoir, y compris en profitant de l'agrandissement du rez-de-chaussée, recréer là on est sur un 75 mètres carrés plus 15 mètres carrés de terrasse qui pourrait être loué. Donc en fait, il y a beaucoup de potentiel, y compris dans ces tissus qu'on voit figés parce qu'on les a pas vus bouger depuis des décennies. Donc c'est à regarder finement au niveau du document d'urbanisme. Il y a de temps en temps des cahiers des charges de lotissement qui posent des problèmes, mais de notre expérience, c'est clairement mineur. La majeure partie de nos anciens lotissements ne sont plus soumis à ces règles et sont dans le régime courant du document d'urbanisme. Et il y a des choses à y faire.
Alors, sur les 2 minutes qui me restent, je voulais ouvrir la discussion sur quelque chose que vous avez pu voir venir dans mon dernier exemple, hein. Dans mon dernier exemple, on avait une maison avec un ménage retraité, et à la fin, dans l'hypothèse maximale de projet, on a une nouvelle maison familiale, plus nos retraités qui sont emménagés dans leur rez-de-chaussée, plus un nouveau ménage qui viendrait accueillir, habiter dans un locatif. Et on voit que dans le bâti existant, ici un ancien pavillon des années 70, eh ben, on a créé 2 unités d'habitation. Et en fait, il y a, et on s'en rend vraiment compte dans les différents exemples, il y a l'offre neuve qu'on crée, elle va bien souvent libérer un bien, et ce bien qu'on libère, c'est un gisement en soi pour créer une offre nécessaire dans les territoires. Il y a vraiment un gisement dans le bâti existant qu'il s'agit aussi de mobiliser en contrepoint. C'est un peu les deux jambes, on va dire, de ce qu'on identifie nous pour mettre en œuvre le ZAN. Il y a d'un côté les droits à bâtir résiduels sur des fonciers qui sont encore libres, des dents creuses, des jardins, et il y a tout le gisement du bâti existant qui peut être optimisé, reconfiguré pour créer du logement. Et il y a des choses assez classiques. Ça peut être du logement vacant, ça peut être aussi de la reconfiguration. Là, on avait à Périgueux, dans le cadre de notre opération, travaillé sur un immeuble vacant depuis 15 ans et porté par un propriétaire qui voulait faire des logements locatifs non conventionnés. Et donc, on l'a accompagné dans ces démarches, notamment non conventionnées et en autoconstruction, donc il ne rentrait pas dans le cadre des aides classiques de l'Agence nationale de l'habitat. Donc, un bâtiment très dégradé, mais très intéressant, en plein secteur patrimonial. Et on a travaillé avec lui un petit peu sur les plans, sur les aménagements pour en faire des espaces. C'est un plan assez contraint, faire que chaque niveau soit assez confortable, et beaucoup sur ses démarches administratives. Et ensuite, c'est quelqu'un qui a réalisé. Donc là, on voit, c'était la pièce très dégradée d'avant, en chantier. Ça, c'est la façade. Et ça, c'est la pièce finie. Voilà, par exemple. Et donc, tout ça, ça a été réalisé en autoconstruction. Donc, accompagner l'autoconstruction. Et enfin, je vais m'arrêter là, mais je vous dis simplement que dans le support qui vous a été transmis, je vous ai remis quelques liens de documentation pour creuser un peu le sujet. Bien évidemment, le lien vers la fiche outil du portail du ministère. Il y a l'Association des intercommunalités de France qui a également valorisé dans un de ses cahiers de l'année en cours même démarche BIMBY Creusot-Monceau Communauté Urbaine. Je vous ai mis les liens des deux ressources. Il y a un petit site internet généraliste, wikibimby.fr, sur lequel vous allez retrouver un peu des informations générales, quelques ressources vidéo sur quelques territoires avec des retours d'habitants. Une référence d'un numéro d'opération immobilière de novembre dernier, d'il y a un an, où il est question de ce sujet-là. Et le lien vers le site Ville Vivante, où vous retrouverez quelques infos sur nos expérimentations. Voilà, j'ai fait, je pense, pile poil mes 20 minutes. Du coup, je vous laisse peut-être remonter le support. Je ne sais pas si vous prenez les questions peut-être tout à la Alors, fin, j'imagine. en effet, je vous remercie pour votre intervention et pour le respect du temps imparti. Nous allons tout de suite passer à l'autre présentation par Monsieur Tricot. Donc, c'est à vous, le temps que le support devra arriver d'ici quelques instants. Le temps de remonter au départ. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. D'accord. C'est vous qui passez mon diaporama, c'est ça? J'ai pas fait attention. Il faut demander à chaque fois la suivante ou ah, on commence par la fin. C'est dommage, on, on déflore tout là. Bon, tant pis, hein. Bon, mais vous avez tout vu. Vous avez vu ma présentation. Donc, Alors, Monsieur Tricot, excusez-moi juste, oui, vous pouvez passer les slides avec les petites flèches en bas. ah, très bien, parfait. Ok, Voilà, je très vous bien. laisse du coup la main. Bon, bon, d'abord, je vous présente toutes mes excuses pour être arrivé en retard, alors au contraire, il aurait fallu que je me branche en avance. Mais bon, donc c'est bien si vous avez pu
inversée, c'est pas plus mal. D'ailleurs, moi, je vais parler donc d'un sujet plus spécifique qui est toute la question de justement de la trame verte, des cœurs d'îlots, etc. Et quelles formes permettent ces densifications sans trop l'altérer. Alors, je repars de plusieurs articles que j'avais vus au moment du premier confinement et qui se sont confirmés par la suite. C'est la demande pour les maisons individuelles. Donc je prends des exemples, là j'ai pris celui-ci par exemple d'un article sur le site seloger.com, mais ce que je trouve assez intéressant, c'est ce qui illustre cet article parlant du boom de la maison individuelle, puisqu'on sait que dans la réalité, la maison individuelle, c'est souvent du pavillon, et l'image qui illustre et celle qui fait rêver, c'est pas tellement le pavillon, c'est une maison plus traditionnelle, et surtout c'est une maison de village, en fait. C'est une maison qui se trouve dans un environnement finalement a priori plus dense, tout en étant une maison individuelle. Alors, suivant. Donc, la demande liée à la maison individuelle, on la connaît, c'est de pouvoir voir de la verdure depuis ses fenêtres, de pouvoir sortir dans cette verdure, planter quelques fleurs et légumes, faire jouer les enfants dehors quand on en a, manger dehors, faire un barbecue, sortir le chien, également garer sa voiture pas trop loin, ce qui est plus facile dans le pavillonnaire que dans le collectif, de toutes les façons, même quand on n'a pas juste le garage ou la place de stationnement devant. Les contraintes, c'est qu'on a souvent des petites parcelles, hein, notamment je dans l'individuel, on a une tendance à la... Pourquoi ça part tout seul là? Attendez. Oula. Ben, j'arrive plus à revenir en arrière. Voilà. Ça défile tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, ça défile Ah, pas. chez moi, ça défile pas non plus. Alors, si vous Je... voulez, je le fais défiler pour vous, si vous Non, voulez. je voudrais revenir sur moi, ce que je vois, c'est... Voilà. Non, encore avant? Oui, mais on était là. Voilà. Donc, suivant. Voilà. Donc là, la demande, l'offre, les contraintes, voilà, c'est là, je voudrais m'arrêter à ça. Mais non, et ça part. J'ai l'image suivante. J'ai les photos. Mais non, ça continue à défiler. Et Ah, vous alors là, je voyez... vais demander à Julien, notre assistant technique. Vous voyez, Je vois pas. vous voyez quelle Comme j'ai un image là? problème. Là, Voilà, je remets c'est cette bon. slide. Ne touchez à rien, je vais les passer, les slides. D'accord. La Sinon, demande, les ça... contraintes, l'offre. Voilà. Donc la demande, les contraintes, donc des plus petites parcelles, on sait en tout cas dans le neuf, hein, dans le lotissement, on a une taille moyenne des parcelles qui est quand même beaucoup plus petite qu'il y a quelques décennies et qui est de plus en plus petite. Mais l'offre est toujours la même, c'est le pavillon détaché. Et donc quand la parcelle devient petite, on n'a pas assez de recul pour planter. On a un espace devant et sur les côtés du bâtiment qui est inutilisé ou mal utilisé. Et on est quand même dans un espace peu dense, loin du centre et des services. La suivante, s'il vous plaît. Donc ça, c'est pour illustrer le rêve et l'offre. Donc la demande, c'est une petite maison évidemment individuelle, mais avec de la verdure autour, un petit jardin, etc., mais proche du centre, des commerces, etc. L'offre, en général, eh ben, c'est le pavillon qui, qui est souvent, qui a plus de place, mais souvent dans un environnement finalement plus minéral et loin du centre. Et donc, quand on dit les gens demandent un pavillon, la réalité du marché, c'est que c'est ce qu'on leur offre. Suivante. Donc, je vais prendre un petit exemple pour montrer comment une même surface au sol de bâtiment peut se répartir de façon assez différente. C'est diapo suivante. Donc, un cas de 7 mètres sur 10 ou 7 mètres sur 11, précisément. Donc, le cas classique, grande parcelle comme on avait dans les années 70. Donc, on la met sur 900 mètres carrés, 30 mètres sur 30 mètres, on a 5 mètres devant, 10 mètres de chaque côté, presque 20 mètres derrière, donc on a de la place. Bon, aujourd'hui, suivant,
est-ce que ça va marcher? Voilà. C'est plutôt 400 mètres carrés. Et donc, ça devient quand même d'avoir toujours 5 mètres de recul, comme il faut souvent pour les garages. Hein. Souvent, les PLU demandent 3 mètres pour les façades des maisons et 5 mètres pour les garages. Donc, si on se recule à 5 mètres, on a 5 mètres tout autour, 8 mètres derrière, c'est pas terrible. Alors que sur la même surface, suivante, vous pouvez, avec une parcelle allongée, en fait, vous pouvez cliquer encore, normalement, ça indique voilà, les mêmes cas. Donc, vous avez 900 mètres carrés dans les deux du haut, 400 mètres carrés dans les deux du bas, au milieu et à gauche. Et donc, vous voyez des formes différentes. Donc, dans les formes du bas, on arrive même à des maisons en bande qui s'appuient sur les deux limites des parcelles. Et vous voyez qu'on a des longueurs de jardin qui sont beaucoup plus confortables, donc des jardins étroits, mais avec une profondeur de jardin plus importante. C'est la forme traditionnelle qu'on trouve dans beaucoup de villes, et on peut même trouver parfois des parcelles très petites, avec des tout petits jardins, vous voyez, même sur 150 mètres carrés, on connaît des exemples. Suivant, s'il vous plaît. Je vais prendre un exemple, cliquez une fois encore pour faire apparaître les arbres. Voilà. Donc en fait, quand on a une parcelle de forme ramassée, les arbres sont près de la maison, ils font de l'ombre, ils peuvent tomber aussi. Donc on voit assez souvent, voilà, on plante des arbres et puis finalement, au bout d'un moment, ils sont gênants et on les enlève. Alors qu'avec d'autres formes de... Alors, continuez, s'il vous plaît. Quand voilà, parcelle plus petite, on peut carrément plus planter grand-chose. En revanche, évidemment, avec une parcelle allongée, vous allez voir. Encore. Voilà, donc évidemment, on a beaucoup moins de problèmes avec des arbres qui seraient situés en fond de parcelle. Et même si la parcelle est plus petite, suivant. Encore. Voilà, donc on peut faire... on peut donc avoir beaucoup plus facilement avoir de la végétation d'une certaine importance. Suivant, s'il vous plaît. Je vais essayer de voir si j'arrive à le... Oui, c'est bon. Voilà. Ah non, ça revient. Ah non, je ne comprends pas. Il ne faut pas que je touche parce que ça revient en arrière quand je vais en avant. Donc, je vous laisse aller, continuer. Encore. Voilà, là, c'est un exemple. Non, pas si vite. Voilà. Ou donc, ce qui correspond à peu près à cette dimension. Et donc, vous avez des arbres mais qui sont de grand développement en fond de parcelle. Photo suivante, s'il vous plaît. L'exemple en question se trouve à Londres. Donc, vous voyez le type de tissu urbain. Ça, c'est les maisons anglaises très, très typiques, hein, qui sont extrêmement étroites. Vous avez des parcelles qui font à peine plus de 5 mètres de largeur. Et suivant, vous avez quelques indications de chiffrées. Voilà. Parcelle qui fait 5 mètres sur un total de à peu près 35 mètres. Donc 175 mètres de parcelle. Hein, on parlait de petites parcelles de moins de 500 mètres carrés. Vous voyez, là, c'est des parcelles qui font moins de 200 mètres carrés. On a un peu plus de 100 mètres carrés de jardin et sur 2 niveaux, on a 130 mètres carrés de maison. Donc vous voyez, on a une maison assez confortable, un jardin qui est tout à fait agréable, ça je peux vous en parler puisque c'est moi qui ai pris la photo. Et donc ça, c'est le modèle anglais. C'est un modèle qui n'a pas très bonne presse en France parce que ce type d'habitat tout en long, en France, ça évoque plutôt les corons. Et donc, voilà, la terre, c'était le charbon, c'est pas le jardin. On n'a pas tellement, en France, on n'a pas beaucoup ce type de forme urbaine extrêmement serrée avec jardin derrière. Et donc, on n'a pas cette tradition-là. On a quand même en France, ce que vous verrez sur la photo suivante, dans les tissus de cœur de bourg traditionnels ou je dirais, de première couronne 19e de beaucoup de villes, des parcelles un peu plus grandes, je dirais en moyenne, voilà, on était à 175 mètres carrés en Angleterre, là on est plutôt 350, et avec 250 mètres carrés de jardin, et on peut avoir aussi des maisons qui sont un peu plus grandes, mais également des maisons qui s'appuient sur les deux limites de parcelles. Suivant, s'il vous plaît.
Donc un exemple là, donc je vais vous montrer donc les exemples y compris donc dans des grandes villes et assez proches du centre. Là, vous voyez, on est à Bordeaux, on est donc à l'intérieur des boulevards, hein, dans la ville de Pierre. Et donc vous voyez ces types de maisons individuelles bordelaises, donc qui sont des maisons R+1 qui s'appuient sur les deux limites de la parcelle, qui sont un petit peu plus grandes que celles de Londres et qui ont un cœur d'îlot constitué de l'ensemble des jardins, donc avec une sorte de continuité à la fois visuelle et écologique entre tous ces jardins. Un autre exemple sur les photos suivantes à Rennes, où vous avez, là je n'ai pas de photo vue du sol, mais enfin vous voyez donc des cœurs d'îlots extrêmement verts et des fronts bâtis continus dans des tissus, donc 19e, près de là, à Rennes, on est juste derrière la gare, donc on est également dans un quartier relativement central. Ah, j'entends plus, je vois plus de son. Ah non, est-ce que Si, la si, question du son, ça C'est bon. concerne certaines personnes, tout le monde? on vous entend. Il y a certaines personnes qui ont des soucis, mais il faut qu'elles se reconnectent, qu'elles se déconnectent et reconnectent. Et normalement, le son devrait être bon. C'est spécifique à certaines connexions, pas à tout le monde. Donc on continue. Désolée, Monsieur Tricot. Euh, donc, ben, je vais vous demander la photo suivante, justement, sur les. J'ai abordé, voilà, on s'arrête là. Question justement du Bimbi. Euh, avec un exemple justement de construction dans le backyard, c'est la même photo de Bordeaux que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un des îlots où on a construit au milieu. Bon, on a quand même réussi à préserver des jardins parce que l'îlot est grand, mais la construction en cœur d'îlot, évidemment, souvent se fait aux dépens des jardins. Et on peut aussi se dire dans un tissu urbain comme celui-ci, qui a déjà quand même une bonne densité puisqu'on a un bâti continu le long de la rue, faut-il continuer à densifier? En revanche, si vous montrez l'image dessus, voilà, ça c'est un exemple que je trouve assez intéressant parce que je l'ai trouvé sur le site justement enfin un site qui traitait du BIMBY dans le terme plus général backyard, et c'est pour ça que je fais ce petit jeu de mots en me disant je pense qu'il vaut mieux construire dans le front yard que dans le backyard. Essayer de reconstituer, quand il n'y est pas justement, de reconstituer un front urbain. Euh, Quand on a un bâti semi-continu, c'est ce que montrait l'orateur précédent à Périgueux, par exemple, voilà, on reconstitue en front urbain et ben, ça marche assez bien. Bon, sauf s'il y a de temps en temps, s'il y a un jardin qui arrive sur la rue, un tilleul à sauvegarder, on le sauvegarde, mais dans d'autres cas, l'exemple précédent qui avait été montré, c'était une petite parcelle justement en front de rue et ça fonctionnait assez bien. Le problème, évidemment, qu'on a souvent, c'est que quand on a du bâti qui est détaché, c'est souvent chaque maison est détachée sur les deux côtés. Il y aurait de la place pour en mettre une entre deux maisons, mais ça supposerait de faire des opérations de deux parcelles en même temps. Donc, soit de vendre deux parcelles en même temps ou des morceaux de parcelles, ce qui est dans la pratique, évidemment, assez compliqué à mettre en œuvre. Mais après aussi, je montre ces exemples pour des réaménagements, des projets neufs, etc., sachant que cette forme urbaine de la maison en bande, non seulement enfin, cette forme de la maison urbaine a été assez peu pratiquée. Il y a eu des expérimentations dans les villes nouvelles et au final, assez souvent, on a du mal à mettre en œuvre ce type d'habitat. Même quand on le met d'ailleurs, on le fait avec des reculs de façade qui sont souvent des espaces, en fait, la façade. On peut avoir un petit recul, comme c'était le cas dans les maisons que je vous montrais à Londres, mais d'une manière générale, l'espace qui est devant est peu utilisé et a tendance à se minéraliser. Et on le voit dans les lotissements périurbains, de plus en plus maintenant, les gens ne veulent pas s'embêter à entretenir un espace dont ils ne profitent pas, et il est de plus en plus minéralisé, on y met des galets, on goudronne, du gazon artificiel, etc. Photo suivante, s'il vous plaît. Alors, bon, on va passer rapidement parce que j'ai pas trop le temps. C'était pour dire aussi que quand on a des cœurs d'îlots, on peut aussi les mettre en commun pour des habitats partagés comme les béguinages. Mais je voudrais avancer parce que l'heure tourne.
Je vais demander la photo suivante. Voilà. Tout ça pour dire que il faudrait justement sortir de la dichotomie entre le pavillon et le collectif. Et donc, vous avez vu ça récemment, les propos de la ministre qui se situe, comme toujours, elle, aussi bien que ses contradicteurs, se situe toujours dans le même modèle où il n'y a que deux, enfin dans le même schéma où il n'y a que deux modèles qui sont le pavillon et le collectif. Photo suivante, s'il vous plaît. Donc, voilà, est-ce qu'on a le pavillon, ensuite le collectif, et est-ce qu'on ne pourrait pas donc remettre au goût du jour une forme intermédiaire, donc qui est de l'individuel dense, mais qui est également répartie d'une façon alors, qui permet de garder des jardins en cordilos, c'est-à-dire maison sur le front de rue, alignement bâti plus ou moins continu, et R+1 ou 2 pour également limiter l'emprise au sol. Suivant, s'il vous plaît. Alors voilà, les PLU, ben, malheureusement, souvent ne prévoient pas ce type d'habitat. Ce qui est assez curieux, c'est qu'y compris dans les centres de village, on a souvent beaucoup de dérogations à cette forme urbaine qui est pourtant existante. On peut construire en retrait si on met une grille, etc. Par contre, dans toutes les zones, toutes les zones pavillonnaires, on ne peut même pas bâtir à l'alignement, même si on le souhaite. Et on voit aussi dans les PLU, très souvent, une confusion entre la notion d'encreuse creuse et celle de cœur d'îlot vert. Tout ce qui n'est pas bâti, tout ce qui est à l'intérieur de l'enveloppe urbaine, c'est des dents creuses. Or, le terme de dent creuse, pour revenir à son origine, hein, c'est par analogie avec une dentition, c'est une maison qui manque dans un alignement continu. C'est ça une dent creuse. Autrement, on peut parler de parcelles, on peut après voir si elles sont constructibles ou pas, mais ça n'est pas des dents creuses. Et là, vous voyez cet exemple de parcelles très bâties, derrière des immeubles, des maisons, je veux dire, qui sont considérées comme dents creuses et qui seront accessibles en drapeau, etc. Donc en plus, le drapeau, il y a une perte de surface avec une surface, si on peut dire, inutile avec la voirie. Donc voilà, alors qu'on n'arrive pas, justement, même dans des villages où pourtant ça existait, à prolonger cette forme. Suivant, s'il vous plaît. Le problème aussi des cœurs d'îlots, c'est que le cœur d'îlot vert, ça, c'est un potentiel, c'est parfois une réalité, mais pas toujours. Si vous voyez l'image suivante, c'est parfois ça également. Voilà, ça, c'est un cœur d'îlot à Étampes, qui probablement, il y a quelques décennies, ressemblait à ce que vous avez à gauche, qui est à Provins, et aujourd'hui, voilà, c'est un parking. Mais voilà, un cœur d'îlot parking, ça peut un jour redevenir un cœur d'îlot vert. Suivante, s'il vous plaît. Les enjeux concernant la trame verte et bleue, alors il ne s'agit pas aucun modèle n'est idéal, hein. Le bâti détaché assure quand même une certaine connectivité entre les espaces ouverts, mais en même temps, chaque espace ouvert se trouve assez proche d'espaces artificialisés et du coup avec un faible niveau de naturalité. Quand vous avez des cœurs d'îlots qui réunissent tous les jardins, ces cœurs d'îlots sont isolés les uns des autres, comme le nom d'îlot l'indique, mais ils constituent ensemble une masse d'espace naturel le plus importante où on trouve en moyenne une plus grande biodiversité que dans le pavillonnaire détaché. Voilà. Je crois que oui, j'en ai terminé, donc je vous donne aussi quelques références à un article notamment sur le sujet sur le site de l'Institut Paris Région et également accessible à partir de notre site, mais sur YouTube, une petite interview sur ces questions-là. Voilà. Je vous remercie. Alors, merci pour vos interventions. Alors, on va passer un temps d'échange. Il y a une question qui a été lancée, en effet, qu'on souhaitait vous poser au départ. Donc, nous vous invitons à y répondre. Donc, afin de respecter la trajectoire ZAN, direz-vous que les formes urbaines sont appelées à évoluer sur votre territoire? Vous avez différentes modalités. Ah oui. Répondre.
Pendant ce temps, nous allons lancer une première série de questions. Affichage, c'est bon. Une question qui revenait souvent était comment gérer déjà la question du stationnement. Une autre question était comment justement assurer l'acceptabilité de ces projets. Et on peut en prendre également une troisième pour cette première série de questions. Qu'en est-il également de l'impact sur les différents réseaux, les réseaux existants et également la question des réseaux pluviaux? Je vous laisse à nouveau qui souhaite répondre. Moi, je peux répondre, enfin, peut-être sur le stationnement. Déjà, parce que ça, c'est évidemment, c'est souvent une question. C'est souvent d'ailleurs ce qui justifie qu'on impose un recul de 5 mètres devant les garages, c'est qu'il faut pouvoir garer 2 voitures devant. Et c'est vrai que souvent, c'est aussi c'est facile. Comment dire, on peut dire que les municipalités se défaussent sur les particuliers de la question du stationnement. Comme ça, il n'y a pas à s'en occuper sur l'espace public. En disant, oui, les gens veulent se garer devant chez eux. OK, on peut souvent, on peut admettre quand même de faire 50 mètres pour aller se garer et donc de mutualiser une partie des stationnements, ce qui également a l'avantage que s'il y a des visiteurs, par exemple, qui viennent, c'est-à-dire on peut avoir, ou même entre les gens, on peut avoir un total qui est peut-être un peu, qui est un peu moins. On peut également, dans du pavillonnaire ancien, on a très souvent du stationnement le long de la route, le long de la rue, en long. Et c'est vrai que, vu les largeurs de voiries qu'on a dans les lotissements, mais aussi on peut. Et tout ça concerne l'automobile actuelle, euh, qui peut-être va continuer pendant quelques décennies, mais on peut aussi imaginer qu'avec de la voiture partagée, automatique, etc., un jour, même dans l'habitat individuel, il y aura un nombre de véhicules moins élevé. Donc, enfin, moi, il me semble que dans l'immédiat, beaucoup l'ont proposé, une certaine mutualisation du stationnement permet en plus d'ailleurs d'avoir des parcelles qui un jour, si on veut faire autre chose, on peut en faire autre chose. Alors qu'un devant, une fois qu'on a reculé la maison de 5 mètres, le devant de garage, on ne fera jamais grand-chose. Moi, je peux prendre les questions concernant les réseaux. Alors, en fait, alors je voyais d'ailleurs la question pour les promoteurs du BIMBY. Alors, je suis pas forcément un promoteur du BIMBY. En fait, nous, quand on intervient, BIMBY, en fait, c'est vraiment un outil utilisé par une collectivité. Donc, en fait, la différence entre BIMBY et puis la division spontanée, c'est le fait qu'il y ait un portage politique et que ça s'inscrive dans une mise en œuvre d'un projet de développement urbain. Ce qui fait que généralement, on se fonde bien évidemment sur le document d'urbanisme qui lui-même a établi les capacités d'accueil en fonction des capacités des réseaux existantes. Donc ça fait partie des préalables, mais on va pas. Le but n'est surtout pas d'aller densifier là où il y a des problématiques de réseau en fait, et c'est vraiment des démarches qui sont à chaîner avec les questions de planification au sens un peu plus large. C'est vrai pour les réseaux et c'est vrai également pour tout ce qui est préservation du cadre de vie, trame verte. Hein, il y a des secteurs dans les tissus urbains qui sont très végétalisés, où il y a des très beaux sujets, qui sont vraiment des îlots de fraîcheur. Il faut les conserver. Là, il y a un enjeu en termes de planification urbaine à les faire sortir, on va dire, des gisements fonciers résiduels ou qu'on pourrait mobiliser pour de la construction. Donc voilà, la démarche BIMBY, c'est vraiment un outil de mise en œuvre du projet urbain tel que encadré par le document d'urbanisme, notamment. Il y avait d'autres. Alors, je sais pas s'il Il y y avait avait d'autres questions. sur les stationnements, les réseaux, et puis il y avait d'autres. Pour la J'ai pas gestion de noté tout. l'eau, comment du coup vous raisonnez la gestion de l'eau à la parcelle? Parce que du coup, on imperméabilise plus la surface de la parcelle.
Est-ce qu'il n'y a pas des Ouais, risques? ben, de toute façon, ben oui, mais bon, c'est le problème, c'est le problème avec le développement urbain, hein. C'est-à-dire, oui, bien évidemment, enfin, si on construit plus, on imperméabilise plus. Alors après, il y a une partie de report sur des solutions techniques quand c'est envisageable. La question de la gestion de l'eau à la parcelle aussi, elle est encadrée réglementairement par les documents. Donc, on va dire là où se fait la construction, c'est là où on l'a autorisé. Euh, et, et après, il y a des secteurs d'ailleurs où ça pose des très gros problèmes, hein, parce qu'il y a des sols qui permettent très très mal de gérer les infiltrations dans la parcelle. Ouais, mais Et quid du développement de ces euh, communes-là, quoi. il me semble justement que, puisque l'enjeu, il y a un enjeu justement enfin, je vois plusieurs questions qui étaient dans ce sens ou intervention, c'est on peut limiter, il y a évidemment un risque d'être parfaitement raccord sur l'étalement urbain, de ne pas avoir d'étalement urbain et quand même d'avoir une grosse artificialisation parce qu'on va minéraliser des espaces qui ne sont pas à l'intérieur de l'enveloppe urbaine. Mais c'est pour ça que je pense on peut avoir une approche beaucoup plus en finesse justement et voir quels sont les espaces qui sont réellement minéralisés. Monsieur parlait d'endroits qui sont des îlots de fraîcheur, des jardins, évidemment, faut les laisser. Et inversement, justement, les espaces qui sont souvent de faibles dimensions, qui sont plutôt en avant ou le long des habitations, sont souvent des espaces déjà relativement minéralisés. Dans l'exemple, par exemple, enfin, le dernier exemple que vous avez montré, une extension latérale du pavillon, elle se fait sur un espace qui est déjà en grande partie imperméabilisé. Et donc c'est pour ça que c'est toujours beaucoup plus intéressant de construire justement dans le front yard, c'est-à-dire sur le devant, sur les côtés, etc., que dans le jardin, qui lui est généralement un espace beaucoup plus naturel et perméable. Plus et également tout ce qui concerne les surélévations. Évidemment, surélévation, ça c'est quand même aussi un potentiel, au moins théorique, qui permet d'éviter l'imperméabilisation. Et on a beaucoup, vous voyez enfin, l'exemple un Périgueux par exemple, on voyait beaucoup de maisons à simplement rez-de-chaussée. On a beaucoup même dans les villes moyennes, enfin, des maisons à R+1 ou rez-de-chaussée ou R+1 qui peuvent passer à R+1 ou R+2. Ouais, tout à fait. Alors, c'est des projets un peu plus complexes à mettre en œuvre, mais ça nous arrive d'avoir des projets comme ça de surélévation. Et alors, j'avais vu une question passer sur, je crois, l'acceptabilité. Euh, alors, j'arrive pas à la retrouver, mais je rebondis dessus parce que, notamment par rapport à la question du voisinage, en fait, la totalité des projets que je vous ai montrés et puis qui ont fini par se réaliser, euh, j'ai pas détaillé le processus d'accompagnement parce que bien évidemment, il y a une partie des projets, les gens avaient l'idée, une partie des projets, les gens ne l'avaient pas forcément au départ. Et puis après, la vie des projets, entre le moment où l'idée a germé dans l'esprit et la réalisation qui est là, il s'est passé quand même plein d'étapes. Et notamment, il y a des étapes importantes qui concernent la médiation avec le voisinage. Puisque bien évidemment, il faut quand même que les nouveaux volumes qui s'intègrent puissent être bien perçus. Parce que si derrière, mettre en œuvre l'optimisation de ces tissus urbains finit par créer une crispation, voire un rejet pour ce type de démarche, on se tire une balle dans le pied. Donc il faut vraiment travailler sur la question de l'acceptabilité sociale et l'acceptabilité des formes qu'on génère. Donc ça fait partie du travail sur ce sujet-là. Parce qu'en effet, Foncier, en effet, est-ce que c'est une difficulté particulière et quel est l'impact aussi du BIMBI sur le prix du foncier? alors en fait, le prix du foncier, on a intervenu dans des cadres d'expérimentation sur des territoires avec des marchés assez différents. Périgueux, un terrain c'est autour de 60 000 euros par exemple. C'était plus cher avant Bimbi parce qu'il n'y en avait pas. Tout simplement, il n'y avait plus de terrain à bâtir à Périgueux, donc le peu de terrains qui sortaient, ils étaient entre 3 et 5 terrains par an. On est passé à 50 par an. Euh, donc, en fait, quand c'est moins rare, c'est moins cher. C'est vrai aussi au Creusot-Monceau, où il y avait très peu d'offres. Et donc, ça, c'est un premier impact. Et puis, l'autre impact, c'est que, inversement, quand on est dans des secteurs où les fonciers sont très chers, je pense Pays de Château-Giron, communauté, où on est en première couronne de la métropole rennaise,
Là, pour le coup, ça peut poser, alors ça fluidifie, on va dire, là, du coup, parce que les choses se font plus, euh, on va dire, plus vite. Et puis surtout parce qu'il y a des acteurs immobiliers, des opérateurs immobiliers qui se positionnent sur la mobilisation de cette valeur-là. Alors là, pour le coup, qui peuvent avec des risques de créer des crispations, parce que ce qui les intéresse, eux, c'est plutôt d'aller mobiliser la valeur, pas forcément de traiter la question de la fonctionnalité urbaine, voilà, de l'insertion dans le voisinage, et ainsi de suite. Donc, il faut composer avec le marché, mais voilà, on a réussi à libérer des terrains dans des secteurs dans les Vosges où les terrains ne valent pas grand-chose. Et il y a eu des gens pour les acheter, pour faire bâtir une maison. Et la valeur qui a été dégagée a été, enfin, le ménage a pu s'en servir pour ben, mener ses projets personnels. Et puis c'est vrai, dans l'inverse, dans des secteurs qui sont très, très en surchauffe, quoi. Je sais pas si j'ai répondu totalement à la question. Dites-moi si c'était ça le. Il y avait une question sur des dispositifs de financement de l'ANA ou de l'ADEME pour financer la densification par la réhabilitation de l'existant. Est-ce que vous avez connaissance de dispositifs financiers de ce Ah type? ben, sur la réhabilitation de l'existant, il y a toutes les aides de l'ANA encadrées par les programmes d'intérêt généraux, les opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Donc, notamment, il y en a beaucoup qui sont mises en place dans le cadre des actions cœur de ville, petites villes de demain, qui ont engagé plein de collectivités dans ces démarches-là. Les aides de l'ADEME, personnellement, je ne connais pas d'aide spécifique pour la densification ou la rénovation. C'est plutôt les aides de l'Agence nationale de l'habitat qui sont. Et alors, ça concerne plutôt le bâti ancien, quoi, pas la Et mobilisation du foncier. est-ce que le BIMBI a permis le retour de la population qui était partie des fois à l'extérieur de ville vers le centre-ville? Ouais, eh ben, Périgueux, c'est un très bon exemple et je vous invite à regarder les statistiques INSEE. Sur 5 ans d'opération, la courbe elle a réellement été inversée, hein. Produire une œuvre de 250 logements, ça a fait revenir du monde, ça a fait revenir des familles et la problématique de la commune à l'origine, c'était justement d'être en perte totale de population avec les familles qui ne s'installaient plus. Ils n'arrivaient plus à faire venir les familles dans le centre-ville et avec en même temps un niveau d'équipement qui était établi pour une certaine population et la baisse de population commençait à poser de sérieux problèmes de gestion communale. Et donc oui, on arrive à faire revenir du monde. Alors, comme je vous l'ai montré dans quelques exemples, soit dans du neuf, soit parce qu'on libère l'ancien gabarit familial en permettant à un ménage peut-être plus âgé de se reloger dans la commune, et que cette maison-là, elle permet du coup l'arrivée de familles. Il y a d'un côté enfin, il y a vraiment cette double chose, hein, c'est travailler sur le neuf pour produire quelque chose de complémentaire à ce qui est déjà là, de façon à ce que on fluidifie les parcours résidentiels et que tout le monde puisse un peu trouver chaussure à son pied. Et franchement, sur la question du logement de plein pied adapté pour les personnes âgées, c'est un sujet qu'on rencontre vraiment dans tous les territoires. C'est une offre qui n'existe pas. euh, qu'on ne crée pas, enfin, bien souvent sur les territoires où on intervient, qui ne se créent pas toutes seules, hein. Il n'y a pas des résidences qui sortent partout. Il n'y a pas d'opérateurs, lotisseurs ou autres qui créent de la petite maison, hein. C'est pas leur public, c'est pas leur clientèle. Et bien souvent, le fait que ce soit les propriétaires eux-mêmes, voire des montages en famille, pour financer une maison adaptée pour une personne âgée ou qui envisage les vieux jours, euh, ça permet la libération d'une maison familiale. Et pour les familles, c'est bien souvent très intéressant économiquement aussi, par rapport au placement dans des maisons de retraite ou autres, quoi. Est-ce que je peux... Pardon. Non, simplement, c'était sur une autre, par rapport à une autre question là, qui est sur la question de Madame Nedam, où je pouvais peut-être avoir quelques éléments de réponse, mais il faudrait peut-être terminer sur sujet précédent. Alors, moi, Dans ma réaction, on j'avais. était sur l'artificialisation. Je pense qu'il y a une question notamment, puisque si on s'adresse à
à des élus ou des techniciens de collectivités locales ce qui est à faire dans les PLU. Je pense que déjà, ça serait bien si les PLU n'empêchaient pas les gens de faire des choses qui vont qui vont dans le bon sens. Typiquement, le recul imposé dans les zones pavillonnaires. Ça, pour moi, c'est une chose qu'il faudrait lever pour conserver une forme urbaine relativement banale ou pour des impératifs de stationnement. Ce recul, il faut bien le dire, c'est une perte nette de densité, enfin, pour des espaces qui vont être artificialisés. Donc en fait, je pense que là, il y a déjà une chose qu'on pourrait faire. Et pour ce qui est des zones plus centrales, je pense aussi, il faut, à mon avis, faire attention à bien employer chaque fois le sol. Oui, on peut bâtir, mais bâtir, par exemple, dans des cœurs d'îlots pour construire à niveau, à rez-de-chaussée, bah, c'est un peu dommage. Donc on y est, il vaut mieux bâtir sur deux ou trois niveaux pour limiter l'emprise au sol. Donc voilà, penser un peu en hauteur d'une part et laisser au moins les possibilités de construire de s'appuyer sur les limites de parcelles, voie publique ou latérale. Si c'est au sens de la loi climat et résilience, en tous les cas, il faudra attendre les décrets qui vont définir un peu plus précisément la nomenclature et les seuils à partir desquels l'artificialisation sera appréciée. L'enjeu étant bien sûr de permettre une densification tout en valorisant également les projets de renaturation. Donc c'est vraiment l'objet des échanges pour les décrets qui paraîtront dans les mois à venir. Ouais, j'espère hein, que tout ce qui est espace ouvert intra-urbain ne sera pas sacrifié sur sur l'autel de l'étalement, enfin de la lutte contre l'étalement urbain. C'est aussi un problème justement de nomenclature des espaces. Moi, je vous le vois bien ici, à l'Institut Paris Région, on utilise un mode d'occupation du sol où dans les grandes masses, on a espace artificialisé qui concerne tous les espaces bâtis et les jardins. Donc les jardins sont considérés comme des espaces artificialisés. Et donc voilà, du coup, c'est pas de l'artificialisation de construire dans les jardins. Voilà. Très bien. Oriane, est-ce que vous voulez poser une autre question ou on va peut-être clore ce webinaire. Je remercie donc les intervenants pour ces interventions très intéressantes. Merci aussi à Oriane et merci à tous pour le suivi de ce cycle de webinaires donc, qui, comme je disais tout à l'heure, arrive à son terme. Voilà, merci à vous et à bientôt pour un autre webinaire ou cycle de webinaires. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.